Ce 14 octobre 2025, Bruxelles est figée. La ville est à l'arrêt, complètement paralysée par une manifestation nationale absolument massive. Et au-delà des slogans, au-delà de la tension qu'on sent partout, cette journée soulève une question fondamentale. La question qui est sur toutes les lèvres, elle est à la fois littérale et métaphorique. Bruxelles brûle-t-elle? Oui, littéralement, des feux ont été allumés sur la petite ceinture. Mais ce sont surtout les flammes de la division sociale, les flammes de la colère qui semblent tout consumer. Pour comprendre ce qui se passe vraiment aujourd'hui, on doit aller au-delà de la fumée, analyser les racines de cette grogne et surtout en mesurer objectivement les conséquences. Et elles sont lourdes. Pour comprendre le chaos, il faut d'abord comprendre d'où vient cette colère. Non, cette mobilisation n'est pas sortie de nulle part. C'est le résultat de mois de tensions qui n'ont fait que monter et qui ont fini par exploser autour d'un plan du gouvernement qui fait énormément débat. C'est ça qui a unifié un front social d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps. Alors, le cœur du problème, le voilà. On l'appelle l'accord d'été. C'est un paquet de réformes négocié un peu en catimini pendant les vacances et qui, pour les syndicats, a été la goutte d'eau. La FGTB, par exemple, l'un des plus grands syndicats, parle carrément d'une attaque sans précédent contre le monde du travail. Voilà, c'est ce texte qui a mis le feu aux poudres. Et quand on regarde dans le détail, on comprend mieux l'ampleur de la mobilisation. Parce que ces mesures, elles ont réussi à fédérer une coalition immense, bien au-delà des travailleurs habituels. Ce ne sont pas juste quelques plaintes isolées. On parle de réformes jugées antisociales, de la chute libre du pouvoir d'achat, de la remise en question des pensions. Chaque point de cet accord a touché une corde sensible. Et l'extension des fameux flexi-jobs est vue comme l'attaque de trop contre la stabilité de l'emploi. Résultat, fonctionnaires, étudiants, artistes, plus de 40 organisations, tout le monde est dans la rue. L'ampleur de la mobilisation est juste immense. Thierry Botsson, le président de la FGTB, l'a confirmé. Le cap des 100 000 manifestants a été franchi dans la matinée. On parle même d'atteindre 120 000 personnes. Pour vous donner une idée, c'est du même ordre que les grandes manifs de 2014. Ce n'est plus juste une manifestation, c'est une véritable démonstration de force. C'est un message très clair qui est envoyé au gouvernement. Le mécontentement est large, il est profond. Bon, on peut comprendre les revendications, elles sont pour beaucoup légitimes. Mais une protestation de cette taille, ça a des conséquences immédiates et surtout des conséquences pour tout le monde. Et le résultat, aujourd'hui, c'est une capitale à l'arrêt, complètement paralysée. On va donc maintenant passer des motivations aux impacts concrets, parce que le fonctionnement normal de la société, aujourd'hui, il est tout simplement en pause. Le secteur aérien est l'un des premiers à trinquer et violemment. Le hall des départs de Bruxelles Airport, d'habitude, c'est une fourmilière, c'est plein de vie. Aujourd'hui, il est vide, désert. Pourquoi? Grève du personnel de sécurité de G4S. Conséquence directe, aucun avion avec des passagers ne peut décoller. Et à Charleroi, c'est encore pire. Tous les vols, arrivés comme départs, sont purement et simplement annulés. Le silence dans les halls est assourdissant. Pour ceux qui essayent de se déplacer en ville, c'est un véritable cauchemar. Les réseaux de la STIB à Bruxelles, de The Line en Flandre, sont très lourdement perturbés. Sur la petite ceinture, on ne parle même plus d'embouteillage, on parle de pagaille. Des tunnels essentiels comme le tunnel Annie Cordy, le Botanique, ont dû fermer. Ça étrangle tout ce qui reste de trafic. Même la SNCB, qui n'est pas en grève, voit ses trains bondés de manifestants, ce qui crée d'autres problèmes. Mais l'impact le plus inquiétant, c'est celui sur les services publics les plus essentiels. Là, on atteint des situations vraiment critiques. Bruxelles Propreté annonce que la collecte des poubelles est fortement impactée. Mais le plus grave, le plus alarmant, ça se passe dans les prisons. Le service minimum n'a pas pu être assuré dans la plupart des établissements. C'est une situation gravissime, qui a obligé à faire appel à la police et à la Croix-Rouge pour garantir la sécurité et même distribuer les repas. On touche ici très clairement aux limites de l'exercice du droit de grève. Et comme si ça ne suffisait pas, au milieu de cette démonstration de force, la journée a pris un tournant beaucoup plus sombre. Pour une minorité, la contestation a dégénéré en violence pure et simple, en destruction, et ça vient entacher l'ensemble du mouvement. Pourtant, ce matin, les leaders syndicaux avaient tout fait pour l'éviter. On a entendu le président de la FGTB, Thierry Botsson, très ému, supplier les manifestants de rester pacifiques, en rappelant que la force du mouvement, c'est aussi cette dignité. C'était un appel on ne peut plus clair à éviter les débordements. Mais dans les rues, cet appel n'a pas été entendu par tout le monde, loin de là. Une partie du cortège a sombré dans la violence, avec des incendies qui ont semé le chaos sur la petite ceinture. Et ces images, bien sûr, elles détournent toute l'attention des revendications de fond. Et ces actes, il faut les qualifier pour ce qu'ils sont, répréhensibles. Des petits incendies ont été déclenchés un peu partout. Des vélos, des trottinettes, tout ce qui passait sous la main a été brûlé près du tunnel Annie Cordy.
Mais l'acte le plus marquant et le plus symbolique, c'est cet incendie déclenché devant un bureau du syndicat libéral, la CGSLB. Ce n'est pas un hasard. En visant le syndicat le plus modéré, les auteurs de ces faits expriment une violence au sein même du Front social. C'est une agression qui révèle des tensions internes profondes et une intolérance qui est juste inacceptable. La police, bien sûr, a procédé à plusieurs interpellations. Au-delà des perturbations, au-delà de la violence, cette journée de colère, elle a un prix. Un prix économique qu'on peut calculer. Une facture qui s'alourdit d'heure en heure. Les dommages économiques de ces actions à répétition sont énormes. Rien que pour le secteur des aéroports, le coût des manifestations nationales cette année grimpe déjà à 150 millions d'euros. C'est la 6e action d'envergure de l'année. C'est un poids qui pèse très, très lourdement sur la compétitivité de tout le pays. Et derrière ces chiffres, il y a des gens. Plus de 250 000 passagers ont vu leur plan de voyage complètement chamboulé par les grèves depuis le début de l'année. Juste aujourd'hui, c'est 48 000 passagers qui sont bloqués à Brussels Airport. Ce sont des voyages d'affaires qui tombent à l'eau, des vacances gâchées, des rendez-vous importants manqués. C'est ça aussi le coût humain de la paralysie. Et l'impact, il se propage bien au-delà. C'est une onde de choc qui touche d'autres secteurs clés. Prenons l'industrie technologique, par exemple. La fédération Agoria a fait le calcul auprès de ses membres. Le résultat est sans appel. Les entreprises du secteur prévoient une perte de productivité de 22% pour cette seule et unique journée. C'est une perte sèche, directe, qui fragilise encore plus des entreprises qui sont déjà sous pression. Les chefs d'entreprise, eux, tirent la sonnette d'alarme. Écoutez Bart Stoekers, le patron d'Agoria, il prévient que dans le climat économique actuel, qui est déjà très fragile, ces pertes sont particulièrement graves. Il explique que beaucoup d'entreprises font déjà face à des coûts très élevés, à une compétitivité en baisse, et dans ce contexte, chaque journée de production perdue est, selon ses propres mots, littéralement contre-productive. L'Union des classes moyennes, de son côté, propose le télétravail comme solution pour essayer de limiter la casse. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début. On passe des flammes bien réelles de la petite ceinture au feu plus symbolique de la division sociale et des pertes économiques. Toute cette journée, au fond, pose une question essentielle de responsabilité collective. On est face à une tension fondamentale aujourd'hui. D'un côté, il y a un droit démocratique, le droit de manifester. C'est un pilier de notre société et il permet d'exprimer des revendications sociales qui sont, on l'a vu, tout à fait compréhensibles. Mais de l'autre côté, il y a un coût collectif exorbitant. La paralysie de la vie de tous les jours, la mise en danger des services critiques et des dommages économiques bien réels qui affectent toute la nation. La question n'est pas de nier l'un pour l'autre, mais bien de trouver un équilibre. Et donc, le point crucial, le voici. L'analyse des faits suggère que si on ne trouve pas un nouveau cadre pour le dialogue social, un cadre plus constructif, le pays risque de s'enfermer dans un cycle d'autodestruction économique. Le paradoxe est terrible. Le coût de la protestation finit par fragiliser la prospérité même que le mouvement voudrait voir distribuer plus équitablement. C'est un passif énorme qui érode la confiance et la compétitivité de la Belgique. Ce qui nous laisse avec une dernière question, un peu provocante mais essentielle. C'est le défi qui se pose à la Belgique aujourd'hui. Quand le droit de quelques-uns à protester en paralysant tout inflige un coup à tous les autres, qui, au final, paie la facture? C'est sur cette interrogation que se termine notre analyse de cette journée brûlante.